Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu du vide, qu'il soit classique, quantique, ainsi que le rôle fondamental des champs. Donc déjà, c'est un voyage absolument fascinant qui va commencer avec la physique la plus simple qu'on apprend à l'école et qui va nous emmener jusqu'au cœur de la physique moderne, qui est le vide quantique et la théorie quantique des champs. On va voir vraiment ce que ça veut dire vide et pourquoi en fait en physique moderne, le vide c'est jamais vraiment vide et comment les champs en particulier, par exemple le champ de Higgs, vont donner naissance à la masse des particules. Donc commençons donc par la physique classique, celle de Newton. Donc, dans ce cadre-là, l'univers il est simple à comprendre. On a des objets, ils ont une position, une vitesse, ils bougent sous l'effet de force, par exemple une bille qu'on va pousser va rouler, un ressort qu'on va étirer va se contracter, une planète va être attirée par la gravité du Soleil. Tout ça c'est décrit par des équations très précises et déterministes. Et surtout dans ce monde classique, le vide, en fait, c'est très facile à définir. C'est simplement rien. Il n'y a pas de matière, il n'y a pas de force. C'est simplement un espace vide qui va servir de décor neutre où les choses vont se passer. Et en fait, au XXe siècle, cette vision, elle a totalement volé en éclats. La mécanique quantique nous dit que les objets à l'échelle microscopique, donc les électrons, les photons, les atomes, ils vont pas du tout suivre des trajectoires comme une bille que l'on pousserait. Leur état va être décrit par une fonction d'onde qui donne des probabilités de trouver la particule ici ou là. Et surtout, cette mécanique quantique va imposer une limite fondamentale. On ne peut jamais connaître en même temps avec précision la position et la vitesse d'une particule. C'est ce qu'on appelle le principe d'incertitude d'Heisenberg. Et il y a une autre conséquence, c'est que même si une particule est au repos, en fait, elle va toujours posséder une énergie minimale, qu'on va appeler l'énergie du point zéro. Ça veut dire que même quand on croit que rien ne se passe, il va toujours rester une petite agitation résiduelle. Maintenant, introduisons un autre concept, une autre idée essentielle qui est le champ. Un champ, en fait, c'est une quantité qui est définie en chaque point de l'espace. Par exemple, dans la pièce où vous vous situez, ou dehors, il y a une température. Et bien, c'est un champ. À chaque endroit, il y a une valeur de température. En physique, on peut parler du champ électromagnétique, la lumière, qui est un exemple très connu. À chaque point de l'espace, on peut associer une intensité et une direction du champ électrique et du champ magnétique. L'idée clé, en fait, c'est qu'un champ, c'est pas un objet ponctuel, mais c'est comme une sorte de toile de fond qui va s'étendre absolument partout. Et ce sont les champs qui vont devenir les véritables acteurs de la physique moderne. Donc dans la vision classique, le vide il reste défini comme l'absence de matière et de champ. Rien ne bouge, rien ne fluctue, c'est un zéro absolu. Mais là, on va voir, cette idée, elle ne tient plus dès qu'on combine la mécanique quantique avec la relativité. Et donc, comme je le disais, en mécanique quantique, le vide, c'est pas une absence, c'est un état d'énergie minimale, mais qui n'est pas totalement inerte. Pourquoi? À cause du principe d'incertitude. On a dit qu'on ne pouvait pas connaître la vitesse et la position d'une particule, et on ne peut pas connaître non plus avoir un champ parfaitement nul et une énergie parfaitement nulle. Donc, même dans le vide, en fait, les champs, ils vont frémir parce qu'on ne les connaît pas. Donc, ils vont être associés à une certaine probabilité et ils vont frémir. Et c'est ces fluctuations quantiques qui vont faire que le vide, c'est comme une mer agitée en permanence, même si à première vue, il paraît calme. Et quel est le résultat de ça? C'est que des paires de particules et d'antiparticules peuvent apparaître brièvement et disparaître aussitôt. C'est ce qu'on appelle des particules virtuelles. Elles ne sont pas directement observables, mais leurs effets sont bien réels. Par exemple, dans l'effet Casimir, où deux plaques métalliques rapprochées vont s'attirer à cause des fluctuations du vide entre elles. Donc le vide au sens quantique, il est jamais vide. C'est un milieu actif dans lequel des paires de particules vont se créer. La prochaine étape maintenant, c'est la théorie quantique des champs, qu'on appelle souvent TQC. En fait, c'est une révolution puisqu'elle combine la mécanique quantique avec la relativité restreinte, et c'est une des théories justement qui a réussi à unifier l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et elle va le traiter non plus comme des particules qui sont fondamentales, elle va plus parler des particules, mais elle va parler des champs. En fait, dans ce cadre-là, les particules, ce sont des excitations des champs. Le photon sera donc une excitation du champ électromagnétique, l'électron une excitation de son propre champ, et ainsi de suite pour toutes les particules connues. Autrement dit, les champs sont le tissu fondamental, et les particules vont être comme des petites vagues ou des quantas qui vont être localisées de ces champs. Donc la TQC, elle va permettre aussi de comprendre quelque chose d'incroyable, c'est que les particules peuvent être créées ou annihilées. C'est-à-dire que si on fournit assez d'énergie au vide, par exemple avec un champ électrique ultra puissant, eh bien on va pouvoir exciter les champs et créer une paire particule-antiparticule. C'est ce qu'on va appeler l'effet Schwinger. A l'inverse, une particule et son antiparticule peuvent s'annihiler également et rendre l'énergie au champ.
Et tout ça, c'est possible parce que dans le monde relativiste, masse et énergie sont équivalentes, avec le fameux E égale mc2. Et donc, il faut distinguer deux types de particules. Les particules réelles qu'on peut détecter et mesurer et qui souvent vont suivre les lois normales d'énergie et d'impulsion, mais également les particules virtuelles qui vont servir comme intermédiaires dans les interactions dans les fameux diagrammes de Feynman. Elles ne peuvent pas être observées directement, mais elles expliquent très bien comment les forces se transmettent entre particules réelles. Maintenant, venons-en à la question centrale. D'où vient la masse des particules? En physique classique, en fait, on ne se la posait pas vraiment. Une bille, ça a une masse, point. Mais dans la TQC, en fait, on doit expliquer pourquoi certaines particules ont une masse et d'autres non. Et en fait, la clé, ça va être le champ de Higgs. Le champ de Higgs, c'est un champ particulier qui va remplir tout l'espace. Il va avoir une propriété étrange, c'est que son état de plus basse énergie ne correspond pas à une valeur nulle, mais à une valeur non nulle. En clair, même dans le vide, ce champ va exister, avec une certaine intensité de fond. Et c'est ça qu'on va appeler la valeur d'attente dans le vide du champ de Higgs. Ça signifie que même quand rien ne se passe, ce champ est là, partout comme une toile invisible. Et donc, quand une particule traverse cet espace rempli par le champ de Higgs, en fait, cette particule va interagir avec ce champ-là. Et cette interaction, elle va agir comme une résistance à son mouvement. Et ça va se traduire par une masse. Plus le couplage d'une particule avec le champ de Higgs est fort, plus sa masse est grande. C'est pourquoi l'électron, le quark top ou les bosons W et Z vont obtenir leur masse. Par contre, des particules comme le photon ou le gluon, eux, ne vont pas interagir avec Higgs. Et ben, elles vont donc rester sans masse. Et donc le boson de Higgs dans tout ça qui a été découvert en 2012, en fait, c'est une excitation quantique du champ de Higgs, une sorte de petite vibration qui est localisée dans ce champ omniprésent. Et sa découverte, elle a permis de confirmer expérimentalement ce mécanisme et elle a validé l'idée que la masse de certaines particules provient de cette interaction avec le Higgs. Par contre, il y a une nuance importante concernant la masse. C'est que la masse des particules élémentaires vient du Higgs, mais en fait, ce n'est pas vraiment toute l'histoire. Par exemple, si on prend un proton, il va être constitué de trois quarks. Mais la masse de ces quarks va n'expliquer qu'une petite fraction de la masse totale du proton. En fait, la grande partie de la masse va venir de l'énergie de liaison et du mouvement intense des gluons et des quarks à l'intérieur du proton, qui est décrit par la chromodynamique quantique, la théorie de l'interaction forte. Donc en fait, le Higgs, il est crucial pour comprendre, on va dire, l'élément numéro 1, l'initialisation un petit peu de la masse, mais la plupart de la masse de la matière visible que l'on voit aujourd'hui, c'est vraiment lié aux interactions. Donc, récapitulons. En physique classique, le vide, c'est un néant passif. Alors qu'en mécanique quantique, même le vide a une énergie de point zéro. Les champs sont donc les acteurs fondamentaux et les particules vont être les excitations. La théorie quantique des champs va décrire comment ces excitations apparaissent, disparaissent et interagissent. Et donc, on comprend que le vide quantique n'est jamais vide, qu'il va fluctuer et va donner naissance à des paires de particules. On a également le champ de Higgs qui est présent partout et qui va conférer une masse à certaines particules en interagissant avec elles. Et la masse des objets composites comme les protons vient surtout de l'énergie des interactions fortes. Donc voilà comment, en partant d'une vision très simple de la physique, des objets, des forces, un vide-neutre, en fait, on arrive à une image beaucoup plus riche. Un univers où le vide est actif, où tout est champ et où les particules ne sont que des manifestations locales de ces champs. Le vide quantique, c'est donc un océan en mouvement constant et le champ de Higgs, c'est cette toile invisible qui va donner une identité de masse aux particules fondamentales. C'est une vision de la réalité qui peut sembler abstraite, mais qui est confirmée chaque jour par les expériences. On n'a juste pas l'intuition de cela parce qu'on ne le voit pas, mais pour autant, c'est tout ce que montrent les expériences montrent que c'est ce vers quoi tend la réalité. Et donc c'est elle qui nous permet de comprendre pourquoi l'univers a la structure qu'il a et pourquoi l'univers